Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une pièce remplie de gens souriants, parlant du temps, des vacances ou de la nouvelle série à la mode, tout en sentant qu'il se passait quelque chose de plus profond sous la surface, comme un courant souterrain que personne ne semblait remarquer? C'est là que l'histoire commence. Imaginez Sarah assise devant une table en bois sombre, observant le théâtre social qui se déroule sous ses yeux. Les rires éclataient à des moments programmés. Les têtes bougeaient en signe d'approbation presque automatique. Et la conversation tournait autour des mêmes sujets que d'habitude. C'était comme si tout le monde participait à une danse chorégraphiée, confortable, prévisible, presque mécanique. Mais Sarah ne pouvait pas se contenter de danser. Alors que tout le monde s'amusait avec la légèreté de la routine, elle captait les sons qui n'étaient pas dits, les pauses qui en disaient plus long que n'importe quel mot. Michael parlait de sa promotion, mais sa voix tremblait comme si chaque réussite cachait la peur de ne pas être à la hauteur. Jennifer souriait quand on lui posait des questions sur son mariage, mais ses yeux se détournaient, trahissant quelque chose qu'elle-même essayait d'enfouir. David, silencieux, semblait englouti par un lourd silence, comme si toute mention de succès était pour lui un rappel cruel d'échecs non résolus. La table était pleine, mais chacun portait un secret. Qui le remarquait? Personne. Personne, sauf Sarah. C'était comme si elle avait des antennes invisibles, captant des fréquences que le reste du monde préférait ignorer. Et cela, loin d'être un don facile à porter, était un fardeau. Car voir ces eux que les autres ne voient pas signifie vivre dans une réalité parallèle. Le monde des nuances, des sous-entendus, de ces eux que les gens cachent derrière leur sourire. Qui peut supporter de vivre avec autant de vérité alors que tout le monde préfère le confort de l'aveuglement? C'est à ces moments-là que la conversation a dérivé vers les sujets sérieux. L'actualité, la politique, la technologie. Le cœur de Sarah s'est emballé. Enfin, pensa-t-elle, c'était peut-être l'occasion de sortir de la surface. Elle se pencha en avant et posa une question qui lui brûlait la poitrine. N'est-il pas étrange que plus nous sommes connectés par les réseaux, plus nous devenons solitaires? Sommes-nous vraiment en train de nous rencontrer ou simplement de simuler des rencontres? Silence. Un silence bref, mais assourdissant. Les regards se sont détournés. Quelqu'un a toussé et a repris le sujet léger, comme quelqu'un qui change de musique lors d'une fête. Sarah a reculé. Elle a souri poliment, mais à l'intérieur, elle portait ses propres mots comme des pierres dans ses poches. Une fois de plus, sa profondeur n'avait pas trouvé sa place. C'est là que réside le conflit central de notre histoire. Que se passe-t-il quand quelqu'un voit trop, ressent trop, pense trop, dans un monde qui récompense le contraire? Sarah n'était pas un génie incompris ou un personnage mystique. Elle était le portrait de milliers de personnes qui ne parviennent pas à désactiver leur radar interne, qui ne savent pas simplement accepter la surface comme suffisante. Et voici la question qui peut vous déranger vous aussi. Ne faisons-nous pas partie de ces mêmes théâtres? Nos conversations quotidiennes ne cachent-elles pas des voix tremblantes, des regards fuyants et des silences lourds? Ceux que Sarah vivait n'étaient pas rares, mais invisibles. Invisibles parce que la société nous apprend à tous à valoriser l'harmonie, la légèreté, le flux sans friction. Quiconque ose interrompre cela par des questions profondes est rapidement réduit au silence. Quiconque pointe du doigt la fissure dans le mur est accusé d'être pessimiste. Quiconque refuse de rire d'une blague qui n'est pas drôle est immédiatement qualifié d'étrange. Il est plus facile de vivre en surface. Il est plus confortable de rire, d'approuver et de se taire. Mais est-ce vraiment cela, vivre? Ce que Sarah voyait à cette table était le reflet de quelque chose de plus grand. C'était l'image d'un monde entier qui préfère l'illusion au malaise de la vérité. Et ici surgit une autre provocation. Le véritable poids de la solitude ne réside-t-il pas dans le fait que nous ne sommes pas vraiment vus, que nous ne sommes acceptés que lorsque nous portons un masque, mais rejetés lorsque nous montrons notre visage? C'est de cette blessure que naît le penseur profond. Non pas comme quelqu'un qui choisit de voir plus loin, mais comme quelqu'un qui ne peut tout simplement pas s'en empêcher. Il ne s'agit pas de supériorité, mais d'impossibilité. Sarah n'a pas choisi de plonger entre les lignes, tout comme vous ne choisissez pas de respirer. C'est naturel, inévitable, inéluctable. Et c'est précisément pour cela que cela fait mal. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette douleur, être dans un groupe et pourtant se sentir seul.
Se rendre compte que quelque chose ne va pas, mais ne pas trouver l'espace pour le dire. Porter trop de questions dans un monde qui n'aime pas les questions. C'est le sort de ceux qui voient loin. Porter la beauté de la lucidité avec le poids du rejet. Et voici le premier point qui guidera tous ces voyages. Si voir plus loin nous rend rejetés, pourquoi certains continuent-ils à insister pour regarder? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à supporter le fardeau de la lucidité dans une société qui récompense l'aveuglement? Il y a quelque chose d'inquiétant à percevoir, c'est eux que les autres ne perçoivent pas. C'est comme marcher dans une rue animée et remarquer que tout le monde est distrait, regardant les vitrines, parlant au téléphone. Et vous, soudain, vous voyez la fissure dans le bâtiment que personne n'a vue, ou vous sentez le vent changer de direction avant que la pluie ne tombe. Ce regard au-delà de la surface peut sembler être un don, mais il a aussi un prix. C'est sur ce fardeau que le psychologue Carl Jung a écrit lorsqu'il a affirmé que plus la conscience est grande, plus la douleur face à l'inconscience collective est grande. Le profond n'est pas confortable. Le profond arrache le masque, montre CE qui est caché, expose CE que les autres préféreraient garder secret. Nietzsche appelait CES individus des « esprits libres », ceux qui ont brisé les chaînes de la pensée commune. Mais en se libérant, ils ont payé le prix fort. Ils ont marché seuls dans des déserts d'incompréhension, tandis que le reste de la société restait dans la caverne de Platon, satisfait des ombres projetées sur le mur. Posez-vous la question, combien de fois avez-vous eu le sentiment d'être en décalage avec le groupe? Combien de fois êtes-vous resté silencieux parce que vous saviez que si vous disiez « c'est eux » que vous pensiez vraiment, vous recevriez des regards gênés? C'est là que naît le conflit du penseur profond depuis l'enfance. Imaginez un enfant qui demande « Pourquoi les adultes disent-ils une chose et en font-ils une autre ?» Ou « Si Dieu est amour, pourquoi la douleur existe-t-elle » Pour beaucoup, ces « eux » ne sont que des questions innocentes. Mais pour cet enfant, ces « eux » sont les signes avant-coureurs d'un esprit qui n'accepte pas les réponses toutes faites. Et que fait le monde? Il se tait. Ne réfléchis pas trop. Tu es trop sensible. Arrête de compliquer les choses. Ces « phrases sont des coups de fouet déguisés qui façonnent le jeune pour qu'il s'adapte à un moule qui ne lui conviendra jamais. Peut-être avez-vous déjà été cet enfant. Peut-être portez-vous encore dans votre cœur les cicatrices de questions qui n'ont jamais eu la place de respirer. Et c'est là qu'intervient un point fascinant. La science confirme CE que les philosophes ont intuitivement compris. Les études d'Hélène Aron sur les personnes hautement sensibles révèlent qu'environ 20% de la population perçoit le monde de manière plus intense, captant les nuances émotionnelles, les sons subtils, les variations minimes d'expression. CE, cerveau profond, est comme une loupe. Il révèle des détails qui échappent aux autres, mais amplifie également les douleurs et les incertitudes. Pensez à des situations simples. Une réunion au travail où tout le monde semble d'accord avec une décision absurde. Mais vous sentez un nœud dans votre estomac parce que vous percevez la fausseté dans l'air. Ou cette fête où tout le monde danse et sourit, mais vous identifiez la solitude cachée dans le regard de quelqu'un accoudé dans un coin. Vous ne choisissez pas de voir cela. Vous voyez simplement. Mais voir n'est pas la même chose qu'être entendu. Et c'est peut-être là que réside la blessure la plus douloureuse du penseur profond, l'isolement. Combien de fois avez-vous essayé de partager quelque chose qui vous semblait vital et n'avez reçu en réponse qu'un « tu compliques trop les choses ». Combien de fois avez-vous ressenti le besoin de silence dans un monde qui crie sans arrêt? Ce n'est pas exagéré. Ce décalage peut générer un sentiment d'exil intérieur, comme si vous étiez un étranger au sein de votre propre famille, au travail, entre amis. Pourtant, c'est de cette même blessure que naît la possibilité de transformation. Car voir la douleur, c'est aussi voir la guérison. Si vous parvenez à percevoir la peur cachée dans la voix de quelqu'un, vous pouvez offrir des mots qui apaisent. Si vous percevez le vide derrière le sourire, vous pouvez être la présence qui accueille. Le penseur profond, lorsqu'il ne se laisse pas écraser par le rejet, devient aussi un phare dans l'obscurité. Et c'est peut-être exactement ces eux dont le monde a besoin, des gens qui refusent de vivre anesthésiés. Maintenant, une question directe à vous qui m'écoutez. Combien de fois vous êtes-vous senti trop intense, trop sensible, trop curieux? Combien de fois avez-vous pensé que vous deviez vous taire pour vous intégrer? Et si, au lieu de vous excuser pour cela,
vous commenciez à réaliser que cette profondeur est une force rare. Et si cette sensibilité était justement CE qui pouvait changer les gens autour de vous? Cette chaîne existe pour ceux qui refusent de vivre dans la superficialité, pour ceux qui sentent qu'ils portent en eux des questions qui n'ont pas leur place dans la vie quotidienne, pour ceux qui, comme Sarah à table, remarquent les voix tremblantes, les regards fuyants, les silences lourds de sens, et ne veulent plus faire semblant de ne pas voir. Si vous vous reconnaissez dans cette description, n'ignorez pas cet appel. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et laissez un j'aime sur cette vidéo. Ce n'est pas seulement un clic, c'est un geste d'appartenance. C'est dire « moi aussi je vois, moi aussi je ressens, moi aussi je m'interroge ». Et ensemble, nous pouvons transformer cette solitude en tribu. CE, poids en mouvement, cette profondeur en révolution silencieuse. Le temps de se cacher est révolu, le moment est venu. Que se passe-t-il lorsque la profondeur se heurte à la précipitation du monde moderne? Dans le milieu professionnel, par exemple, la logique est simple. Efficacité, objectif, productivité. Mais le penseur profond entre dans cet engrenage comme un corps étranger. Alors que tout le monde répète le mantra « accomplir des tâches », il ressent le besoin de demander « mais pourquoi faisons-nous cela? Dans quel but ?» Cette question qui devrait être au cœur de tout projet sonne presque comme une hérésie dans les salles de réunion bondées. Après tout, qui veut discuter du but lorsque le délai est déjà dépassé? C'est là que réside un conflit silencieux. Beaucoup parviennent à compartimenter leurs valeurs et à simplement exécuter CE qui leur est demandé. Mais pour le penseur profond, chaque action qui va à l'encontre de ce principe pèse comme du plomb. C'est comme si chaque email sans âme, chaque rapport insignifiant était une blessure invisible. Il ne parvient pas à passer en mode automatique, car son esprit insiste pour chercher un sens. Et lorsque ce sens n'existe pas, un vide corrosif apparaît. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens semblent vivre anesthésiés, trop occupés pour ressentir quoi que CE soit? Le surmenage, les distractions et la consommation excessive ne sont-ils qu'une façon socialement acceptée de fuir son propre manque de sens? Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste, disait déjà que l'être humain peut supporter n'importe quelle douleur, à condition de trouver un but. Mais que se passe-t-il lorsque la vie se transforme en une succession de tâches sans âme, ou même les relations deviennent des contrats de convenance? Dans ces scénarios, le penseur profond perçoit quelque chose de troublant. Le vide collectif n'est pas un accident, c'est un projet. La société actuelle récompense ceux qui courent, ceux qui consomment, ceux qui s'adaptent sans poser de questions. Le malaise est considéré comme un défaut, le doute comme une faiblesse. Même sur les réseaux sociaux, où tout le monde semble connecté, la réalité est tout autre. Les likes remplacent les câlins, les filtres cachent les larmes et les discours tout faits étouffent les voix authentiques. N'est-il pas curieux que plus nous disposons d'outils pour nous exprimer, moins nous nous sentons écoutés? C'est là qu'apparaît un point crucial, la vérité. Alors que le monde préfère l'illusion confortable, le penseur profond opère sur une autre fréquence, celle de l'authenticité. Il remarque quand toute la salle fait semblant d'être d'accord, mais qu'au fond, tout le monde est en désaccord. Il sent quand une amitié ne se maintient que par la routine, et non plus par le lien qui unit les personnes. Il remarque quand une relation amoureuse devient seulement un contrat de survie à deux. Et alors surgit la question dérangeante. Vaut-il la peine de continuer à participer à cette comédie? Ce choc crée une tension dévastatrice, car voir la vérité ne garantit pas de pouvoir la transformer. Imaginez un collègue de travail qui se rend compte que toute l'entreprise fonctionne sur la base des apparences. Il essaie d'en parler, mais reçoit des regards gênés. Il essaie de dénoncer la situation, mais est qualifié de négatif. Il insiste pour proposer des changements et commence à être considéré comme une menace. Soudain, sa lucidité n'est plus la bienvenue. Elle est dangereuse. Il découvre, de la pire des façons, que la vérité peut coûter cher. Mais et si ces coups étaient justement la preuve que la lucidité importe? Pensez à Platon et à son allégorie de la caverne. Le prisonnier qui voit la lumière revient pour en parler aux autres. Mais que reçoit-il en retour? Le rejet, la moquerie, voire l'hostilité. L'histoire se répète au bureau, dans la famille, sur les réseaux sociaux.
Ceux qui tentent de montrer que les ombres ne sont pas la réalité sont toujours considérés comme gênants, compliqués, radicaux. Et c'est là qu'il faut briser le schéma habituel. Peut-être que le rejet n'est pas un signe d'échec, mais le signe que vous avez enfin commencé à voir CE qui compte vraiment. Maintenant, je vous pose la question. Jusqu'où avez-vous le courage de défendre votre vérité lorsque l'environnement exige le silence? Jusqu'où êtes-vous prêt à être authentique, même si cela vous coûte l'acceptation? Ce ne sont pas des questions théoriques, mais des choix pratiques, quotidiens. Lors d'un déjeuner en famille, dans un groupe de travail, dans une relation amoureuse. Chaque silence peut être une trahison envers soi-même. Chaque mot est un acte de résistance. Le penseur profond vit entre deux risques, celui de la solitude et celui du mensonge. S'il choisit le silence, il porte le poids de la trahison. S'il choisit de parler, il peut être confronté à l'abandon. Mais n'y a-t-il pas une troisième voie? Et si la question n'était pas de choisir entre la solitude et le mensonge, mais d'apprendre à soutenir sa propre fréquence jusqu'à trouver quelqu'un qui vibre au même rythme, c'est là que le suspense s'intensifie. Car au fur et à mesure que nous avançons, la question change. Il ne s'agit pas seulement de survivre au rejet, mais de découvrir comment transformer la douleur en pouvoir. Comment faire de la profondeur non pas un fardeau, mais une arme de lucidité. Comment utiliser la sensibilité non pas comme une faiblesse, mais comme une clé de transformation. Et au fond, c'est peut-être là le plus grand défi. Cesser de considérer la profondeur comme une malédiction et commencer à la voir comme une mission. Une mission qui commence en vous, mais qui se propage inévitablement. Car chaque fois que vous choisissez d'être vrai, même lorsque cela fait mal, vous jetez une pierre dans le lac. Et les vagues de ces choix vont beaucoup plus loin que vous ne l'imaginez. Avez-vous déjà pensé que le plus grand mensonge de notre époque n'est peut-être pas celui que nous racontons aux autres, mais celui que nous nous racontons à nous-mêmes pour nous intégrer dans le monde? C'est là que l'histoire du penseur profond prend une tournure encore plus douloureuse. La naissance du masque. Ce masque n'est pas fait de peinture ou de tissu, mais de silence calculé, de sourires répétés et de phrases prononcées uniquement pour éviter l'inconfort. C'est la stratégie invisible que beaucoup d'entre nous ont apprise pour survivre dans des environnements qui ne supportent pas l'authenticité. Le masque a un prix élevé. Chaque fois que vous riez d'une blague que vous ne trouvez pas drôle, une partie de vous s'éloigne de votre vérité. Chaque fois que vous vous taisez face à une injustice pour ne pas causer de problème, une partie de votre voix se tait également en vous. Au début, cela semble être une simple adaptation. Mais avec le temps, cela devient un fardeau insupportable. Combien d'entre nous ne sont pas déjà rentrés chez eux après une journée entière à jouer un rôle et se sont sentis épuisés, non pas physiquement, mais épuisés par le fait de jouer la comédie? C'est là qu'apparaît le micro-conflit le plus intime. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Le moi public, entraîné à plaire, ou le moi secret, plein de doutes, d'intensité et de vérités inconvenantes? Le philosophe Jean-Paul Sartre a appelé cela la mauvaise foi. Le fait de se renier soi-même pour soutenir une version acceptable. Mais si, dans le cas du penseur profond, CE n'est pas exactement un choix. Et si c'était une nécessité de survie dans un monde qui punit la sincérité? Le paradoxe est cruel. Nous portons un masque pour éviter le rejet, mais c'est précisément CE masque qui nous empêche de former les liens profonds que nous désirons tant. Comment quelqu'un peut-il vraiment nous connaître si CE que nous montrons n'est qu'une version édulcorée, tronquée, éditée? N'est-il pas étrange que plus nous nous adaptons, plus nous nous sentons seuls? Et c'est là qu'intervient une curiosité dérangeante. Des recherches en psychologie sociale montrent que la plupart des interactions humaines reposent sur des conventions superficielles, des rituels de cordialité qui permettent au tissu social de fonctionner. Le problème est que, pour le penseur profond, CES rituel semble vide de sens. Il aspire au réel, au brut, à CE qui se cache derrière. Et lorsqu'il ne le trouve pas, il est confronté à un dilemme. S'exposer et risquer d'être rejeté, ou se cacher et souffrir en silence. Lequel de CES choix est le plus douloureux? Le masque, aussi nécessaire soit-il, a un coût invisible. Il demande de l'énergie pour être maintenu, génère une fatigue émotionnelle et, à la limite, nous vole notre identité. C'est comme vivre sur deux fréquences à la fois.
l'une pour le monde extérieur et l'autre pour l'âme. Et ici surgit une autre question qui brise le schéma habituel. Votre épuisement quotidien vient-il uniquement de l'excès de tâches, ou aussi du poids de soutenir une vie qui n'est pas entièrement la vôtre? La vérité est que tout penseur profond porte cette fatigue en lui. Il sait qu'il pourrait être plus léger s'il acceptait de vivre dans la superficialité, mais quelque chose en lui ne le lui permet pas. Cette friction constante génère des conflits dans les relations, au travail, voire au sein de la famille elle-même. Il rit quand il voudrait pleurer, il approuve quand il voudrait désapprouver, il se cache quand il voudrait crier. Jusqu'à quand cela est-il possible? Combien de temps est-il possible de vivre déchiré entre CE que l'on est et CE que l'on montre? Et si le masque n'était pas seulement un bouclier, mais aussi une prison? Une prison qui emprisonne justement ceux qui désirent le plus la liberté? C'est le dilemme central qui prépare le terrain pour la prochaine révélation. Comment vivre dans un monde qui préfère le mensonge sans en devenir complice? Comment protéger sa propre sensibilité sans avoir à renier son authenticité? Peut-être avez-vous déjà ressenti cette prison dans de petites situations. Lorsque vous n'avez pas dit à un ami CE que vous pensiez vraiment par peur de le blesser. Lorsque vous avez accepté un travail qui n'avait rien à voir avec vous, juste pour ne pas décevoir votre famille. Lorsque vous avez fait semblant d'aller bien parce que vous ne vouliez pas être perçu comme faible. Ces scènes semblent banales, mais elles sont les briques qui construisent le mur entre qui vous êtes et qui vous montrez être. Et voici le point crucial qui ne peut être ignoré. Que se passe-t-il lorsque le masque commence à se fissurer? Lorsque l'authenticité emprisonnée en vous n'accepte plus de rester silencieuse. C'est le point de basculement, le moment où l'âme se rebelle contre la performance. Et, comme nous le verrons, cette rébellion peut être douloureuse, mais elle peut aussi être libératrice. Et si je vous disais que la douleur que vous essayez le plus de cacher pourrait bien être la clé de votre plus grande force? Cette idée semble inconfortable, voire injuste. Mais c'est là que réside le mystère du penseur profond. Ce qui vous blesse le plus est en même temps ce « qui vous rend capable de voir et de transformer. Jung appelait cela l'archétype du guérisseur blessé, le paradoxe selon lequel c'est précisément dans sa propre vulnérabilité que réside le pouvoir de toucher les autres. Mais soyons honnêtes, qui veut embrasser la douleur? La tendance naturelle est de la fuir, de s'anesthésier, de la dissimuler. La société offre des distractions toutes faites, des séries interminables, un travail sans pause, des réseaux sociaux qui fonctionnent comme des analgésiques bon marché. Le problème, c'est que plus nous fuyons, plus la blessure s'enflamme. Le penseur profond n'a pas ce privilège de la fuite, car son esprit insiste pour titiller la douleur, pour demander « Que cherche à me dire cette souffrance ?» Cette question, qui pourrait être un chemin vers la libération, peut aussi devenir un labyrinthe étouffant. À quel moment la douleur cesse-t-elle d'être un maître et devient-elle une prison? Imaginez quelqu'un qui a toujours été considéré comme trop sensible par sa famille. Cette personne grandit en entendant que pleurer est une faiblesse, que ressentir est une perte de temps. Résultat, elle construit des défenses, essaie de s'adapter, porte ce masque. Mais au fond d'elle-même, elle continue à tout ressentir, son propre poids et celui des autres. Un jour, cette sensibilité maudite se révèle être une bénédiction. C'est elle qui permet de percevoir quand quelqu'un est sur le point de s'effondrer. C'est elle qui crée des liens profonds. C'est elle qui génère une compassion authentique. C'est là que naît le conflit central. Comment accepter que CE, qui a toujours été un motif de rejet, puisse en réalité être un don? Ce n'est pas pour rien que de nombreux penseurs profonds se sentent épuisés. Ils portent deux fardeaux, le leur et celui de la collectivité. Ils sont des confidents officieux, des thérapeutes informels, des épaules toujours disponibles. Mais, ironiquement, lorsqu'ils ont besoin de soutien, ils ne trouvent que le silence. Combien de fois avez-vous offert votre attention à tout le monde, mais le jour où vous avez eu besoin de parler, personne n'a su vous écouter? C'est le poids du guérisseur blessé. Être un refuge pour beaucoup, mais naufrager en soi-même. Jusqu'à quand cela est-il possible sans s'effondrer? Et c'est là qu'apparaît un choix douloureux. Soit le penseur profond apprend à transformer sa blessure en source de force, soit il sera écrasé par son poids. Comment? Tout d'abord en considérant la solitude non pas comme une malédiction, mais comme une alchimie. La solitude peut être un laboratoire secret où la douleur est distillée en sagesse.
C'est là, dans le silence qui fait si peur, que surgissent les révélations qui serviront plus tard de phare pour les autres. Mais qui est prêt à affronter ce silence sans distraction? La mystique médiévale parlait de la nuit obscure de l'âme, une période de vide spirituel qui précède l'illumination. Pour le penseur profond, ce processus n'est pas une métaphore lointaine, mais une expérience viscérale. C'est pendant les nuits d'insomnie, les jours où tout semble s'effondrer, que s'ouvre la possibilité d'une renaissance. La blessure devient un portail, si le voyageur a le courage de la traverser. Et voici la provocation. Combien de fois avez-vous été à 2 doigts d'abandonner sans vous rendre compte que vous étiez en fait au bord d'une transformation? Le paradoxe est que, plus nous essayons de cacher nos blessures, plus nous en devenons prisonniers. Ce qui guérit, ce n'est pas de nier la douleur, mais de l'intégrer. Quand un penseur profond dit « Oui, j'ai souffert, et cette souffrance m'a rendu capable de comprendre la douleur des autres », quelque chose change. La blessure est toujours là, mais elle cesse d'être une cicatrice honteuse et devient une marque d'autorité. Ceux qui ont souffert et survécu parlent avec une vérité qu'aucun manuel ne peut reproduire. Mais attention, transformer la blessure en force ne signifie pas romancer la souffrance. Il ne s'agit pas d'idolâtrer la douleur, mais de ne pas la gaspiller. Si la douleur est venue, qu'elle produise au moins quelque chose de réel. Compassion, courage, lucidité. Sinon, elle ne devient qu'une répétition inutile. Et ici, je pose une question qui ne peut être ignorée. Qu'avez-vous fait de vos douleurs? Vous façonnent-elles ou vous consument-elles simplement? C'est là le terrain fertile pour la prochaine étape du voyage. Car une fois que le penseur profond découvre que sa blessure peut se transformer en guérison, le jeu change. À partir de là, il n'est plus seulement spectateur d'un monde superficiel, mais quelqu'un qui porte en lui une flamme capable d'éclairer les autres. La question est, aura-t-il le courage de maintenir cette flamme sans la laisser s'éteindre dans le vent glacial de l'indifférence? Nous arrivons au point où tout se rejoint. La sensibilité qui semblait être une malédiction, la lucidité qui semblait être un fardeau, le masque qui semblait nécessaire, la blessure qui semblait insupportable. Tout ce qui a été révélé jusqu'ici a maintenant besoin d'une conclusion. Car le véritable destin du penseur profond n'est pas de vivre condamné au silence, mais d'apprendre à transformer sa propre intensité en chemin. Si auparavant la question était « Comment supporter la profondeur dans un monde superficiel ?» La réponse commence maintenant à prendre forme, en soutenant l'authenticité comme un acte de résistance et comme un acte d'amour. Oui, l'amour. Car il n'y a pas de plus grand courage que de rester fidèle à soi-même dans un monde qui insiste pour nous domestiquer. Le penseur profond apprend, après tant de conflits intérieurs, que l'authenticité ne concerne pas seulement soi-même, mais aussi les autres. Chaque fois que vous refusez de rire de ce que vous ne trouvez pas drôle, vous inspirez quelqu'un à cesser de se violenter. Chaque fois que vous choisissez d'être honnête, même lorsqu'il est plus facile de suivre le mouvement, vous permettez à quelqu'un d'autre de trouver sa propre voie. C'est comme allumer une bougie dans l'obscurité. Cela éclaire non seulement votre chemin, mais aussi celui de ceux qui vous entourent. Le paradoxe du masque se résout lorsque nous comprenons que nous n'avons pas besoin de le montrer à tout le monde, mais que nous n'avons pas non plus besoin de nous cacher de tout le monde. Le secret réside dans le discernement. Tous les environnements ne méritent pas votre vérité, mais votre vérité mérite toujours un espace pour exister. Cela signifie apprendre à choisir avec qui partager votre profondeur, sans vous sentir obligé de vous conformer tout le temps. Ceux qui ne peuvent pas gérer votre intensité ne méritent pas de définir votre valeur. Le guérisseur blessé comprend cela. Sa mission n'est pas de sauver le monde entier, mais d'offrir sa lumière là où elle peut vraiment être reçue. Et c'est là qu'apparaît une révélation surprenante. La douleur ne disparaît pas, mais elle cesse d'être une ennemie. Elle devient une compagne, un rappel constant que vous voyez au-delà de la surface. Tout comme les cicatrices du corps racontent des histoires de survie, les cicatrices de l'âme racontent des histoires de conscience. Le penseur profond ne cherche plus à se débarrasser de la blessure, mais apprend à la porter avec dignité, la transformant en source de compassion. C'est là la véritable alchimie. Transformer le plomb en or, le désespoir en objectif. Mais une dernière question doit être posée. Que vas-tu faire de tout cela? Car il ne suffit pas de te reconnaître dans ces portraits.
Tu dois choisir comment vivre à partir de maintenant. Allez-vous continuer à vous excuser d'être intense, sensible, authentique, ou allez-vous décider une fois pour toutes d'assumer votre profondeur comme un cadeau rare? Ce choix n'est pas théorique. Il se manifeste dans les conversations quotidiennes, dans les relations que vous entretenez, dans le travail que vous acceptez ou refusez, dans les vérités que vous osez dire à haute voix. La vie n'attendra pas que vous vous décidiez. Alors, pourquoi hésitez-vous encore? Le monde a plus que jamais besoin de profondeur. À une époque où tout va très vite, votre capacité à ralentir est précieuse. À une époque où règne la superficialité, votre sensibilité est révolutionnaire. À une époque où les mensonges abondent, votre authenticité est une arme. Ne vous y trompez pas. Lorsque vous vivez en accord avec qui vous êtes vraiment, vous ne trouvez pas seulement un sens à votre vie, vous devenez un sens pour les autres. Vous devenez une référence, un point d'appui, un rappel vivant qu'il est possible de vivre sans céder totalement aux illusions. C'est pourquoi l'appel lancé aujourd'hui est simple, mais urgent. Ne cachez plus votre vérité. Ne vous excusez pas pour votre intensité. N'éteignez pas votre lumière pour vous adapter à des espaces réduits. Votre parcours est important et votre voix peut être exactement CE dont quelqu'un a besoin d'entendre pour ne pas abandonner. Si CE message vous a touché, si à un moment donné dans cette vidéo vous vous êtes reconnu dans CES mots, alors c'est le moment d'agir. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire pour partager votre expérience. Cela peut sembler n'être qu'un simple geste numérique, mais c'est en fait un pacte silencieux entre des esprits qui ne se contentent pas du superficiel. C'est le début d'une communauté où votre profondeur n'est pas un défaut, mais une identité. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Votre présence prouve qu'il y a encore des gens prêts à ressentir, à réfléchir, à questionner. Et cela, en soi, est déjà révolutionnaire. Dans le prochain contenu, nous allons approfondir encore davantage, en explorant non seulement la lutte intérieure du penseur profond, mais aussi comment il peut créer des liens authentiques sans se perdre dans le processus. Préparez-vous, car le chemin continue, et chaque pas est plus révélateur que le précédent. D'ici là, gardez cette certitude. Vous n'êtes pas un excès, vous êtes l'essence même.